Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui est très dans ce jour singulier, une nouvelle déclinaison de son format traditionnel, puisque plutôt que de causer entre nous d'un film ou de l'actu de ce beau monde du 7e art, nous ouvrons grand les portes de notre studio pour recevoir un duo de réalisateurs, évoquer avec eux leur parcours et surtout leur dernière production, Voyoucratie, puisque ce duo c'est FGKO, Fabrice Garçon et Kevin Ossona. Bonjour à tous les deux. Bonjour et bienvenue chez Nos Ciné. Évidemment, je ne suis pas tout seul pour mener à bien cette rencontre. Autour de la table, ici à l'antenne Paris, il y a un autre duo dont on attend toujours le premier film et je crois que ça va bientôt se faire. Ces deux piliers de cette auguste émission, c'est David Honora. Salut David. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane. Salut Thomas. C'est Nos Ciné, l'interview premier du nom et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Avant d'attaquer la discussion, quelques mots de Voyoucratie à découvrir au cinéma depuis peu. C'est l'histoire de Sam, joué par Salim Keshiouch, qui porte concrètement le film sur ses épaules. Il est très impressionnant, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Sam, donc tout juste sorti de tôle, qui tente de renouer avec la vie normale, mais se fait rattraper peu à peu par son passé et surtout ses accointances avec des gens peu recommandables, et va se retrouver tiraillé entre l'envie pour son fils notamment de sortir de la spirale de la délinquance et la difficulté d'échapper au milieu dont il est issu. Se passe quoi, Sam? Je veux pas te mêler à tout ça. De toute façon, la fin, tu la connais. Wallah, tu la changeras pas. Fabrice, Kevin, j'ai une toute première question avant que mes camarades n'embrayent. Comment est-ce qu'il est né ce projet de Voyoucratie? Comment ça a démarré? Ça a démarré avec une envie de cinéma, l'envie de faire un film. Et comme c'était le premier, on avait envie de se faire remarquer et on n'avait pas de moyens, donc on s'est dit tiens, on va faire un court-métrage. Ouais. Voilà, il faut que ce soit fort, il faut que ce soit impactant. On va suivre un personnage à la dérive. C'est de là qu'est venue cette idée de suivre un petit voyou qui essaie de se racheter une conscience. Et de fil en aiguille, on a eu plusieurs sessions de tournage et à la fin, c'est devenu un long métrage. Je crois que la volonté de montrer, de suivre justement ce personnage, il y a à la fois une logique de production qui fait que vous n'aviez pas énormément de moyens, donc il fallait tourner au plus simple, on va dire, mais aussi une envie de montrer quelque chose de très réaliste, d'où le côté caméra à l'épaule, suivi de très près, comme ça, dans la manière de filmer tout simplement. Oui, c'était une volonté de notre part, voilà, de faire, comme on a été influencé par le cinéma américain des années... fin 70, 80, des films de genre, des films noirs. On avait envie de faire ça en France, mais avec une dimension très réaliste. Donc on a choisi la caméra à l'épaule, les courtes focales, de tourner au milieu des gens, dans la vraie vie, pour amener tout ça. Et voilà, on a l'impression que avec les retours qu'on a, c'est un peu ce qui ressort. Stéphane, David? Lance-toi, David. Et du coup, alors, tourner dans ces conditions dans la vraie vie, c'est à la fois un choix artistique et à la fois un choix pragmatique. Et d'après ce qu'on a un peu suivi du projet, ça a été compliqué. Et aussi, une fois le film tourné, c'est aussi compliqué de le sortir. Alors, est-ce que vous pouvez raconter un peu la genèse du film, quand est-ce que ça a commencé et puis les étapes? Ça a commencé en 2013. On a commencé le tournage du court-métrage en mai 2013. Et on a vite monté une bande-annonce qu'on a balancé sur les réseaux et qui a fait kiffer pas mal de monde. Et donc, on nous a demandé à en voir plus, à en faire plus. 6 mois après, on est reparti en tournage pour refaire des nouvelles images. On en a fait un moyen et on s'est dit, putain, on a de la matière pour aller, on l'étire encore un petit peu, on rajoute des scènes et ça fait un long, tu vois. Et de là, on s'est mis avec une petite productrice qui a trouvé un peu d'argent chez Arte et chez un producteur qui est Fabrice Fort de chez Libre Productions. On est reparti en tournage, on a pu payer les gens au minimum syndical et faire en sorte que tout soit carré auprès du CNC. Et là, on a, grâce notamment à la dernière session de tournage, on a réussi à faire un long métrage. Par la suite de ça... on a fait des festivals. On n'avait pas de distributeur, donc on a fait des festivals comme on pouvait. On en a fait 2 en France et on en a fait un où on a été révélé au Manchester International Film Festival où on a chopé 4 prix. Et de là, en rentrant à Paris, tout de suite, on a eu un premier article de presse et puis des distributeurs qui sont intéressés au projet.
la 25e heure, notre distributeur actuel s'est vite positionné et après ça a été, on pensait que c'était fini et que ça allait être la fiesta et au final c'était le début des emmerdes. Oui, parce que Manchester c'était en 2016, c'est ça? C'était en Donc, 2016. Il y a eu du temps. Donc, il y a eu du temps. Et on est en janvier 2018. Parce que Février, Leap Production, qui avait mis un peu d'argent dans le film, a repris le projet et Karina Megdish s'est rendu compte, la productrice s'est rendu compte que tout n'était pas carré. Et, Il a fallu régulariser le projet, donc ressortir tout l'historique, et ça a pris du temps. Ouais. Ouais, de tout mettre remettre carré, remettre même clair. pour le CNC. Enfin, pour avoir un visa d'exploitation aujourd'hui, il faut que ton film il soit carré. Et c'est ce qu'a fait Karina. Et puis après, une fois qu'il y a eu ça, le distrib, le temps qu'ils se mettent en place, qu'on commence à parler de date de sortie et de voir comment on allait le sortir, dans combien de salles. Ça prend un peu de temps, surtout que c'est un petit film, c'est un petit distributeur, mais on se tape tous les jours, quoi. Et puis là, il est sorti hier et on est à 50 copies pour le moment, donc le pari est plus que réussi. Stéphane? Moi, j'avais une question sur la fabrication du film en soi. C'est-à-dire, comme apparemment, ce que vous dites, c'est que le film s'est fait au fur et à mesure, et donc il a été écrit au fur et à mesure. Je me demandais jusqu'à quel point, en fait, parce qu'il y a un sentiment j'irai pas de réalisme, mais vraiment de crédibilité, en fait. On y croit à ce personnage-là. On dit que l'acteur, effectivement, est formidable, mais aussi parce qu'il a une espèce de liberté dans sa façon de s'accaparer, en fait, je pense, les scènes. Et je me demandais, en fait, à quel point, en fait, c'était écrit, où vous lui laissiez beaucoup d'improvisation et qu'après vous avez cadré au montage. Alors, on avait effectivement cette volonté d'être très réaliste et très proche de la vérité. Mais cette vérité, bien sûr, on s'est renseigné sur plein de choses du milieu. On a été dans des associations comme le MRS, donc qui est un mouvement de réinsertion sociale pour des sortants de prison. Et donc, une fois qu'on s'est retrouvés sur le tournage, voilà, on était dans cette quête de vérité. On avait un scénario, on avait des intentions. Mais on s'est pas dit, voilà, on va faire ça. Des fois, on arrivait sur un décor, on se disait, bon, qu'est-ce qui pourrait se passer Et des fois, on changeait complètement ce qui était prévu parce qu'on avait une idée sur le moment. Je pense notamment à une scène où donc, notre personnage, Sam, deal de la coke dans la rue. Et bah, ça s'est improvisé. On avait prévu une scène, puis finalement, on s'est dit, non, on va faire ça. On a pris des comédiens qui étaient là, qui ne se connaissaient pas. Et donc, on l'a improvisé, cette scène, et au final, ça sonnait très vrai. Donc, comme ça, on gardait des choses, et petit à petit, on montait le film, et on avait cette réflexion de se dire, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Et on réécrivait, et donc, l'histoire a grandi, tout en gardant un cap narratif, voilà, de partir d'un point A à un point B. Et puis voilà, il fallait qu'on retombe quand même sur nos pieds. Donc c'était toujours de la recherche, voilà, la recherche de cette vérité. Et quand ça nous semblait juste, on gardait. Pardon, Stéphane. Et je crois que là, justement, puisqu'on parle un petit peu du personnage de Sam, la rencontre avec le comédien qui l'incarne a beaucoup joué dans la conception du film, puisque son personnage tire beaucoup de sa propre expérience à lui. Si vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est fait, cette rencontre? On a rencontré Salim via un ami qui s'appelle Pierre Abou, qui était donc assistant d'Alexandre Arcadi sur Ce que le jour doit à la nuit et aussi de ses autres films. On lui a parlé du projet dès le départ, déjà pour qu'il joue dedans, et il nous a dit pour qui vous avez comme acteur principal? On lui dit on cherche, là on a demandé à plusieurs comédiens, on attend des réponses. Il nous a dit mais attendez, moi je connais Salim Keshouch, il est génial, c'est un jeune, il est plein d'énergie, je vais vous le présenter. Et il se trouve qu'on l'a rencontré, qu'on a eu un coup de cœur artistique, un vrai feeling, et il nous a fait part justement de son passé, de son enfance. Il a grandi en banlieue à Vaux-en-Velin. Et il avait cette connaissance des quartiers un peu sensibles. Voilà, il avait rencontré des personnes aussi également. Donc, il pouvait apporter une part de vécu là-dedans, d'authenticité. Et ça nous a beaucoup plu. On a dit, bon, allez, on y va ensemble. Et ça a commencé comme ça. Oui, moi, j'avais posé une question sur un aspect que je trouve assez intéressant et que je crois que j'avais lu justement dans une interview à l'époque du prix. C'est l'idée que les décors, en fait, vous les touchez pas. C'est-à-dire que vous arrivez là, vous tournez, et en fait, vous voulez surtout pas recréer le décor. Il fallait vraiment capter ça à ce moment-là et se mettre là-dedans, cette logique-là. En fait, est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé juste par une question de moyens,
ou est-ce que vous êtes dit non, en fait, il faut qu'on en fasse un vrai point de vue de réal pour nous, pour arriver à capter la réalité du lieu, quoi. Bah, c'est vrai qu'on a beaucoup tourné en extérieur. Et je trouve que dans les extérieurs qu'on a choisis, et puis de toute façon même les extérieurs qu'on a tout autour de nous, t'as déjà le décor qui est planté, tu vois. Rajouter du décor, ça pourrait presque faire fake au final. Et donc on s'est servi de tout ce qu'on avait pour se dire bon bah voilà, ça c'est le décor, allez on est parti. Et puis on avait aussi pas beaucoup de temps, donc et il fallait pas beaucoup de personnes, donc mettre des décors, rajouter des trucs, c'est du temps et c'est de la main d'œuvre. C'est des choses qu'on n'avait pas souvent. Et donc, on profitait du décor de la rue ou de la cité, ou bref, pour faire la scène, quoi. Mais il n'y avait pas besoin de rajouter des choses. Après, en intérieur, on a travaillé plus les décors parce qu'on a souvent été confronté à des décors un peu nus. Et c'est vrai que j'ai le souvenir où on a pas mal accessoirisé les décors. Je pense notamment à l'appartement. À la cuisine où il y avait rien, c'était vide et donc on a rajouté plein de trucs. Mais si tu fais des arrêts sur image, tu vois qu'il y a plein de bouteilles et en vrai c'est pas la réalité elle est pas comme ça, tu laisses pas 10 000 bouteilles mais dans l'inconscience tu te dis que c'est chargé et donc tu vois ça fait vrai, ça marche, tu vois. Et ça c'est vraiment des choses qu'on se disait, on répétait tout le temps, il faut que ce soit chargé à l'image, il faut qu'il y ait plein de trucs parce que dans ton inconscience tu te diras c'est la vie de tous les jours. Et donc c'est comme ça qu'on faisait. D'accord. David, que ça soit en extérieur ou en intérieur, vous aviez le même type d'équipe ou vous évoluiez en fonction du type de décor et des circonstances de tournage? Non, on avait la même équipe. Après, c'est vrai que on tournait beaucoup, souvent le jour et la nuit. Et le soir, on disait à une partie de l'équipe de rentrer. On avait quasiment pas de light, très peu. Ça nous est arrivé sur des grosses scènes d'être 20. Et puis sinon, le soir, on pouvait se retrouver à 7, 8. Et du coup, justement, pour travailler les extérieurs, ce qui est un truc assez particulier, où en même temps, enfin, je trouve que ça se voit assez bien dans le film, vous arrivez à bénéficier, entre guillemets, d'une production value. En fait, la qualité des décors déjà apporte un cachet au film qui est presque plus facile à obtenir en extérieur que remeubler un appartement ou quelque chose comme ça. Tout à fait, oui, c'est vrai qu'on avait une volonté esthétique, on essayait d'avoir du style, même si c'était un film un peu sans beaucoup de moyens. Donc c'était le choix des costumes, le choix du décor, il fallait que ça soit aussi graphique, et puis l'excellent travail de notre chef opérateur qui arrive à faire des très belles choses avec peu de moyens. Pas grand-chose, ouais. Est-ce que ça a été compliqué les tournages en extérieur? Je parle du point de vue un petit peu légal, parce que je crois qu'il y a pas mal de moments où vous tourniez sans autorisation. Est-ce que vous avez eu des emmerdes pendant le tournage, tout simplement de ce point de vue-là, ou ça s'est passé C'est compliqué, oui et non. C'est-à-dire que ce qui est bien en extérieur, c'est que voilà, t'as l'impression de la liberté. Ouais. T'es là, t'as tes caméras, t'as tes comédiens, et puis tu fais un peu ce que tu veux. Les gens, ils passent. Il y a des curieux, ils s'arrêtent. Vous faites quoi et tout, mais Ça se sent dans le film d'ailleurs, parce que ces plans-là justement sont les plus vivants, on va dire. C'est vraiment, c'est là qu'on s'approche le plus du côté quasiment documentaire du film en fait. Bah, c'est vrai que nous, on se trouve même meilleur en extérieur qu'en intérieur. On préfère nous les scènes qu'on tourne en extérieur parce que on a de la place, parce qu'on sent qu'il peut se passer beaucoup de choses en extérieur. Et c'est vrai que le fait d'interagir avec les passants ou quoi, ça apporte quelque chose de très vrai à la scène. Et après, il y a des inconvénients quand même quand tu tournes en extérieur. Oui, c'est que il te faut des autorisations. T'as pas le droit d'arriver, de poser tes pieds, ta lumière, etc. Donc nous le problème, c'est que comme on tournait beaucoup à l'arrache, on changeait de décor la veille, et que les autorisations, c'est t'as le droit de tourner dans cette rue et pas celle d'à côté, que ça prend un délai, il faut attendre 15 jours et que nous, on pouvait pas attendre. Voilà, on y allait un peu comme ça, sans. Donc, parfois, on a eu des contrôles de police, mais ils ont toujours été très sympas avec nous. Il y a juste, pour la petite anecdote, quand on faisait des scènes de braquage, on s'est fait braquer par les flics. et après, ils ont vu que c'était un tournage et ils ont dit « Ah bon, ok, c'est cool. On l'a refait. » Mais je sais pas si aujourd'hui, on aurait été capable de refaire la même chose. J'ai l'impression qu'aujourd'hui,
on est un peu plus surveillé. C'était C'était avant les attentats. Je sais pas si on aurait tendu pu. depuis. Je sais pas si on aurait pu sortir les caméras comme ça. Les cagoules aussi. Dans la rue. Sans se faire contrôler. Créer un mouvement de panique, tout simplement. J'irais pas jusqu'à un mouvement de panique parce que il y avait en extérieur, il y a eu quoi ? Il y a eu peut-être que 2 fois où on a sorti des cagoules. Et c'est vrai que je pense à Château-Rouge. On a passé toute une journée là-bas à faire des scènes avec des gens qui passaient dans le champ et tout machin, et que tu vois en plus dans l'image, tu te dis mais ce mec-là c'est pas de la figure, c'est pas possible, ça paraît trop vrai. Il habite là quoi. Il habite là, il habite là le mec, et il est toujours posé et il s'en fout de la caméra, c'est ça qui est fou. Mais et je pense qu'aujourd'hui, non, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Je sais que c'est pas le même type de production, ni le même budget, ni même la même époque. Mais par exemple, un film comme La Haine, à l'époque, avait été extrêmement documenté sur sa façon d'aborder justement le lieu de tournage. Alors vous, c'est pas un film sur la banlieue, mais est-ce que vous aviez... on sait que, par exemple, ils ont dû avoir des gens qui les ont aidés là-bas pour se faire accepter, qui sont venus 2 mois avant, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez... vous étiez un petit peu obligé de faire aussi, d'une certaine manière ou pas, pour être tranquille en fait? Alors non, parce que on n'a pas tourné dans une cité où il y avait du trafic ou quoi que ce soit. Non, mais on a voulu. Oui, on a voulu au départ parce qu'on voulait un décor qui ressemble, qui fasse vrai. Quand on a été en repérage, on nous a pris pour des flics, donc forcément on a senti qu'on n'était pas forcément les bienvenus. Nous, ce qui nous plaisait, c'était qu'est-ce que le décor raconte, cette esthétique urbaine qu'on recherchait. Donc, on disait, il nous faut ce genre de décor, ce genre d'endroit. On prenait nos scooters, on allait repérer, on prenait des photos à l'iPhone, on se disait, ça c'est bien. Et des fois, on trouvait des décors la veille, d'autres, on les découvrait le jour même parce qu'on avait demandé à notre assistante, il nous faut ça, il nous faut un truc qui fasse cité, barre d'immeuble, qu'il y en ait plusieurs. Et on arrivait le jour même, on se disait, ça le fait, on va le filmer comme ça. C'était ça. Mais non, mais c'est vrai, mais c'est vrai que pour la cité, c'est toi qui l'as trouvé parce que c'était là où t'avais grandi. Et surtout qu'aujourd'hui, nous quand on a tourné, mais c'est encore le cas aujourd'hui, c'est une cité qui est déserte maintenant parce que ça va se faire. Là ils ont commencé à la raser, pour faire d'autres bâtiments, je sais pas quoi, et donc on s'est dit mortel, au moins on fera chier personne, et puis on pourra tourner. Elle avait un côté un peu désaffecté et très gris, mais tu sentais qu'elle avait besoin d'un ravalement, et du coup on se disait ça c'est bien, c'est âpre, il y avait des paraboles partout, chose qu'on voit plus, et puis moi j'ai grandi à côté, donc c'est un décor qui me parlait, que je connaissais. Et je me suis dit, on sera tranquille. Là, pour le coup, il a fallu qu'on ramène des gens pour la faire vivre un peu, parce que c'est vrai que aujourd'hui, il y a quelques personnes qui passent pour aller au métro. Mais ça dépendait des décors, en fait. Mais celui-là, pour le coup, on le trouvait surtout intéressant visuellement. Je voudrais qu'on parle un petit peu de vous deux, vu qu'on a pas mal abordé le film. Justement, votre duo, comment est-ce qu'il est né? Comment vous vous êtes rencontrés? Ça a commencé comment, FGKO? Ça a commencé à l'école de cinéma, il y a 10 ans maintenant, à l'Écart. Et c'est vrai que tout de suite, moi, j'étais arrivé une semaine en retard. Et direct, j'ai été voir Fabrice parce que je me suis dit, putain, il me ressemble un petit peu, le mec. Je sens qu'il est un peu différent de tous les gars qu'on avait dans la classe. Et il faisait une scène de Scarface. Et je lui ai dit, je peux te filer un coup de main sur ta scène et tout. Il dit, tu sais quoi, j'ai besoin de farine pour faire la coke, donc va au Franprix d'à côté et ramène de la farine. On va refaire la scène. On avait des cours, tu sais, comme ça, refaire des scènes et tout. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis à chaque fois qu'on avait des exercices, je lui demandais, tu viens me filer un coup de main. Et lui, vas-y, tu me fais. Bref, on est devenus potes parce qu'on passait le plus clair de notre temps ensemble. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, plutôt que de faire chacun ses exercices, autant qu'on soit ensemble et qu'on les fasse ensemble et qu'on signe à notre nom, tu vois. Et après l'école, on a dû faire un stage de fin d'année. Et on a trouvé chez Hamster Publicité, on a demandé à être embauchés ensemble. Le stage, donc on l'a fait ensemble. Et la productrice nous a kiffé. On a passé, au final, elle nous a embauchés et elle a essayé de nous faire des petites pubs, des trucs un peu pourris. Mais elle nous a demandé de nous trouver un petit nom, tu vois, parce que dans la pub, il faut que ce soit un peu plus stylé.
Et parce qu'il disait non mais là les garçons, votre nom et prénom on n'en a rien à foutre, il faut qu'il y ait un truc impactant et tout, et donc on lui a sorti FGKO qui sont juste nos initiales, et depuis c'est resté FGKO, et puis on essaye de faire en sorte que ce soit une marque de fabrique, ouais. Un truc à la Daft Punk, tu vois, mais dans le cinéma on va essayer. Alors, vous disiez dans une interview il y a 2 ans, au moment du prix, que vous aviez déjà un nouveau projet autour du culturisme féminin. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Il est toujours d'actualité, et toujours en développement. On est à la 3e version du scénario. Mais c'est un film qu'on a depuis beaucoup d'années, parce que c'est un sujet qui nous intéresse énormément. Mais c'est ambitieux. Je pense que ça sera pas, enfin c'est même pas je pense, j'en suis sûr, ça sera pas notre 2e film. Mais c'est vrai qu'on le suit toujours, puisqu'il y a un nouveau scénariste dessus, comme disait Kevin, une 3e version, qui nous fait lire ce qu'il écrit, et c'est vrai que ça prend une tournure qui nous plaît beaucoup. Donc on espère évidemment le faire. Ça sera peut-être notre 3e film. Et le deuxième alors le deuxième. Je sais qu'il y a plusieurs projets. Il y a l'adaptation d'un livre qui s'appelle Du crépitement sous les néons. C'est ça. C'est ça le deuxième. Ça, c'est le deuxième. Et il y a aussi Second Souffle aussi. Et Second Souffle, c'est un autre projet. Alors parlons d'abord de Du crépitement sous les néons. Du crépitement sous les néons, c'est l'adaptation d'un roman. C'est vrai qu'en le lisant, on a découvert qu'il y avait le même ton qu'on aimait, que c'était très réaliste. Un roman de Rémi Lasource, je précise. Exactement. Et donc, ça nous a plu, ça nous a touchés. On retrouvait les mêmes codes, les mêmes atmosphères un peu sombres qu'on avait aimé mettre en image dans Voyoucratie. Et en même temps, on s'en éloignait, c'était plus une histoire père, fils, rédemption, mais c'était plus 2 jeunes adolescents, une histoire d'amour, qui essaie comme ça un peu de naître à la liberté, c'est le passage à l'âge adulte, la fin des illusions, il y a plein de choses, en fait, plein de thèmes qui ressortent du bouquin qui nous ont beaucoup plu, et donc là, on commence l'écriture. Et vous restez dans une thématique très urbaine, quoi. Ça va rester votre marque de fabrique de toute façon. Au départ, c'est une volonté de notre part, parce que on a envie de commencer dans la cité pour s'en extirper, tu vois, et de montrer que on suit un chemin comme nos personnages. On va pas, et c'est pour ça que je te dis que le culte, je pense que ça sera notre prochain, parce que ça sera sûrement la continuité, mais on veut pas se perdre dans notre 2e, tu vois. On a envie de concrétiser ce qu'on a essayé de faire avec Voyoucratie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la banlieue, la cité, enfin tout ce milieu urbain, c'est un peu une prison pour nos personnages, et là ils retournent vers cette nature un peu sauvage. Donc il y a aussi ça qui nous plaît, c'est-à-dire quelle connexion on a avec la nature, et finalement est-ce que comme ça cette vie en ville elle nous convient. Donc on va voir ce que ça va donner, mais ça nous plaît nous embarquer là-dedans. Et donc il y a aussi le projet Second Souffle qui là tourne autour de la boxe thaï, si j'ai bien suivi, si j'ai bien fait mes devoirs. Voilà, donc Second Souffle qui suit en fait un ancien champion du monde de boxe thaï, donc une ancienne gloire, qui aujourd'hui vivote, a une vie un peu morose, c'est un chauffeur privé, chauffeur Uber, et qui est dans la nostalgie. Donc c'est un projet comme ça, un peu dans la veine de The Wrestler, d'anciennes gloires comme ça, qui a envie de retourner dans la lumière. Et dans l'univers de la boxe thaï, moi c'est vrai que je fais des arts martiaux, donc ça me plaisait aussi. Puis de retravailler avec Joe Precia, qu'on aime beaucoup, avec qui on a tourné dans Voyoucratie. Donc ça, on a commencé à tourner quelques images, on va voir où ça va aller, ouais. Donc ce sera le 3e, 4e, 5e film, le film de la maturité. Voilà, il y aura peut-être 2 en même temps. Et ce personnage, c'est Joe. C'est Joe, ouais. Vous vous inspirez vraiment de son histoire aussi derrière. Tout à fait. Complètement. Ouais. Complètement. Et alors, j'ai une question qui revient sur Voyoucratie concernant le personnage de Sam et de la manière dont vous l'avez caractérisé. Et en fait, c'est un personnage qui c'est un peu sans concession, et on a l'impression que vous n'avez pas du tout cherché à leur rendre... Enfin,
n'avez pas trop cherché à le rendre aimable, et notamment il y a des scènes assez violentes où lui, tout seul, va agresser des jeunes femmes, en fait, du coup des scènes qui sont pas complètement dans le récit, mais qui forcément jouent sur la caractérisation du personnage et la manière dont le spectateur le perçoit. Est-ce que vous vous êtes posé des questions là-dessus sur est-ce qu'on risque de retourner le spectateur contre le personnage, ou des Alors, choses comme ça? Effectivement, on s'est posé les questions de l'empathie, parce que c'est vrai, quand on regarde un film, il faut avoir de l'empathie, on peut avoir de la compassion. On s'est dit, nous, on va essayer d'avoir de l'empathie, de comprendre qui il est. Après, on n'est pas obligé d'adhérer à ce qu'il fait, mais c'était notre parti pris de départ, d'avoir vraiment un personnage à la dérive, sur le fil du rasoir, qui peut à tout moment basculer. C'est-à-dire que voilà, la vraie vie, c'est ça. On le voit dans les faits divers. Encore récemment, là, il y a un type qui a tué sa femme, alors que jusqu'à présent, peut-être que toute sa vie, les gens le côtoyaient et disaient bon, bah, c'est un type normal. Donc nous, on s'est dit ouais, c'est assez intéressant de voir que il pourrait partir en vrille, mais à un moment donné, il s'arrêterait et il se rendrait compte ouais, là, je suis en train de faire une connerie. Donc oui, c'était une volonté de notre part d'être comme ça, toujours à la limite, quoi. Créer une espèce de tension. À quel moment il peut vriller. Stéphane? Moi, j'ai une question un peu sur vos influences générales, parce qu'on a un peu parlé de On l'a en fait, dit quand vous êtes... brièvement tout à l'heure. Ouais. Oui, mais vous vous êtes rencontrés en gros sur une scène de Scarface, on va dire, ce genre de truc, et en plus vous avez fait un distinguo avec les autres élèves de l'école, ou d'un seul coup, qui j'imagine étaient aussi des cinéphiles d'une manière ou d'une autre, hein, je veux dire, mais qui aimaient autre chose, quoi. Et en plus, vous faites vos projets ont l'air assez physiques, en fait. Il y a une logique de physique derrière, en fait, le culturisme, les arts martiaux. Il y a celui-là aussi qui a une immédiateté, quoi. Donc c'est quoi vos films Nous, on a grandi avec le cinéma américain, et c'est vrai que nos premiers idoles, c'était Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis. Et quand t'es gamin, forcément, ça te marque. Ah, ça te marque de ouf. C'est toujours nos idoles. Hein. Ouais, non, mais c'est de dingue. Un peu moins maintenant, mais... Ah si, toujours. Je peux te dire que... Les films de maintenant, je veux dire. Ah oui, non, pas c'est les films qu'on maintenant. Ouais, je me suis fait là la dernière fois avec Expendables. J'ai kiffé comme un ado. Et c'est vrai que c'est ça vraiment notre envie. J'ai l'impression, notre kiff. Bah oui, c'est vrai, comme on a grandi avec tous ces films-là, donc ça nous a énormément influencé. C'est vrai que plus tard, on s'est ouvert au cinéma d'auteur. Voilà, aujourd'hui, on va voir tous les cinémas, mais je pense que voilà, il y a un reste de ça qui fait que effectivement, pour l'instant, on a fait un film un peu de gangster. Il y a ces influences des films noirs. Mais bon, on va voir, on pense pas faire que ça non plus. Oui. Ouais, non, mais en fait, je pose la question parce que ça se voit quand même que vous faites du sport, ça se voit que vous êtes assez entretenu. Non, mais je sais pas du tout. Non, mais oui, je dis ça. Et justement, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas mal d'amis, c'est pareil, moi, j'ai grandi aussi avec ces films-là, hein, et j'ai des amis en fait qui se sont mis au culturisme à cause d'Arnold, etc., etc. Et c'est intéressant parce que c'est un mode de vie en fait, et vous le véhiculez à travers le cinéma. J'ai l'impression, c'est pour ça que je vous posais aussi cette question sur le culturisme. Moi, le projet du culturisme, ça m'intéresse énormément parce que c'est un sujet qui est juste pas du tout traité en France, quoi, quasiment. Vraiment, quoi. ouais. C'est vrai que nous, le sport, c'était une passion quand on était plus jeune, et c'est ce qui nous a rapprochés aussi avec Fabrice, c'est que pour la petite histoire, avant d'aller à l'école, à l'écart, on allait acheter le Musclé Fitness, tu vois, et on lisait ah ouais, ok, les acides aminés, machin. Putain, tu crois on peut être comme ça aussi balèze que lui? Ouais, t'inquiète, on va aller à la muscu. Et c'est vrai que c'était un peu les exemples. À chaque fois, t'avais le petit truc avec Schwarzy, et il disait ouais, bah pour être aussi musclé que moi, il faut bouffer ça. Genre, t'avais des assiettes de ouf, et tu disais ah ouais, ok, donc si je mange ça, je vais être balèze. Bref, c'est du pipeau, mais Ça marche pas. ça ne marche pas du tout. Mais c'est vrai qu'on a cette énergie, on a cette force et cette envie de le mettre. Et comme tu dis, il y en a, ils partent, ils font du culturisme. Et nous, non, on est passionnés par ces gens-là parce qu'ils sont hyper intéressants. Mais on a envie de mettre cette passion dans le cinéma. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais aborder, parce que c'est un truc qui n'existe pas trop en France aussi non plus, c'est-à-dire d'aborder quelque chose de façon un peu directe, immédiate, physique, et c'est aussi ça qui se sent en fait dans Voyoucratie, en fait, même si c'est un film de gangster et que c'est encore autre chose, et que quelque part il y en a quand même eu quelques films comme ça en fait sur des zonards de banlieue ou des trucs comme ça, mais justement il y a une approche qui est complètement je trouve physique, quoi, différente en fait, directe.
Ouais, bah écoute, je pense que c'est notre sensibilité, notre point de vue et voilà nos influences qui font qu'on le retranscrit à l'image, je pense. Vous pensez qu'il y aurait de la place encore pour des action heroes dans le cinéma français ? Est-ce que c'est quelque chose vers quoi vous voudriez aller ? Sachant que ça n'a jamais vraiment Ça n'a jamais existé dans le cinéma français. D'une certaine manière. Il y a eu plus ou moins les films avec Belmondo. Belmondo, ouais, c'est vrai. T'as raison. Les gens qui font leur cascade, mais ça n'existe plus depuis longtemps. Je sais pas, je t'avoue que c'est difficile à dire. Nous, on n'a pas ce genre de projet en tête, mais après, pourquoi pas ? Pourquoi pas aux États-Unis ? Non, on verra, mais je trouve que même aux États-Unis, ça a plus le même goût qu'avant. Les films comme ça, tu vois, il y a Dwayne Johnson, il est mortel, mais c'est pas de Schwarzy. Ouais, il a pas les films qui vont avec, surtout. Oui. Il a pas le charisme de Schwarzy, même si je l'adore. J'adore Dwayne Johnson, je trouve qu'il est excellent dans tous ses rôles. Mais bref, il a pas le charisme de nos stars des années 90. Bon, on attend le film de FGKO avec Dwayne Johnson. Moi, ou avec Stallone, Schwarzy, si tu m'entends. Et tout ça, voilà, si vous écoutez. Messieurs, vous aviez une dernière question à poser. Une dernière question sur la sortie Kevin. du film, parce que ça y est, le film est sorti. Donc, est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont ça s'est répercuté dans la presse, des premiers retours, peut-être les premiers retours spectateurs, parce que vous avez fait des avant-premières. Hier soir, notamment. Franchement, on est super content de ce qui se passe, parce qu'à la base, quand on s'est lancé là-dedans, c'était juste 2 types qui avaient envie de faire un court-métrage pour se faire repérer. Aujourd'hui, on a un long-métrage qui sort en salle, dans 50 salles, ce qui est peu comparé aux autres films, mais ce qui est beaucoup pour un petit film comme le nôtre. Sachant que c'est des multiplex, c'est des grosses salles. Donc, au niveau de la presse, pareil, on a eu des super retours. Là, on a 2 pages dans Le Parisien. On a Télérama qui nous a fait une bonne critique, donc on est hyper fiers. Après, j'ai l'impression que c'est un film qui est clivant, c'est-à-dire que soit on aime, on adore, on se prend une claque, soit au contraire, on le rejette en bloc, on n'aime pas du tout. Et je pense que c'est assez bon signe, quoi. C'est pas un film fade, c'est soit on se reconnaît dedans, soit pas du tout. Et de toute façon, on savait qu'on plairait pas à tout le monde. Donc nous, vraiment, on est super fiers aujourd'hui de cette sortie, voilà, de voir son affiche à côté de Star Wars, parce que c'était le cas hier au Publicis. C'est assez ouf. Ouais. C'est assez ouf. Mais on a essayé de faire un film qu'on avait envie d'aller voir au cinéma. Ouais. C'est tout. Et ben on vous invite à découvrir Voyoucratie au cinéma. Notre temps est écoulé. Merci Fabrice et Kevin d'être venus dans nos ciné, d'avoir entraîné cette interview. Merci à Camille à la technique et puis tant qu'à faire à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et en attendant, on vous dit à très vite.